Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien pour parler d'histoire ensemble sur la chaîne d'Histoire en Histoire. Et aujourd'hui on reçoit Gwenaëlle Debord. Bonjour. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à ceux qui ne te connaissent pas, c'est-à-dire probablement Beaucoup de beaucoup de gens, monde sur cette chaîne sûrement, ouais. malheureusement. Donc je m'appelle Gwenaëlle Debord et je viens d'achever une thèse en histoire de l'Antiquité sur la justice dans l'Empire romain, que j'ai menée sous la direction d'une chercheuse plutôt spécialiste de l'Afrique romaine qui s'appelle Michèle Coltelloni-Tranois à la Sorbonne. Et donc mes travaux, en général, s'intéressent à la justice et plus précisément aux conflits qui pouvaient avoir lieu entre des cités dans l'Empire romain. Donc voilà, donc un sujet, comme toutes les thèses, très spécifique. Forcément, c'est un peu le principe de la thèse. C'est un peu le principe. Alors aujourd'hui on va peut-être ponctuellement creuser un petit peu comme ça sur des cas spécifiques ou très focus, mais l'objectif général c'est de présenter un petit peu aux gens la justice romaine de façon globale, son histoire, ses évolutions, son fonctionnement, en particulier sur la période impériale, mais Oui. aussi l'héritage de la période républicaine et même de la période romaine, euh, Royal, tu veux dire, je suppose? royale, de Pas la de période problème. royale. Et se pencher justement sur l'histoire et le fonctionnement de cette justice romaine, c'est intéressant puisque le legs romain en matière judiciaire, il imprègne encore le fonctionnement de nos systèmes juridiques aujourd'hui. C'est vrai, alors néanmoins, on a quand même beaucoup de différences parce qu'en 2000 ans d'histoire, il a pu avoir quelques changements, quelques évolutions. Néanmoins, c'est vrai que dans la construction des différents régimes politiques européens, on a des legs, des héritages qui viennent du droit romain. Alors surtout au XVIe, XVIIe siècle, hein, aujourd'hui on s'est quand même éloigné pas mal de ce droit-là, qui correspondait à une société très différente de la nôtre. Mais en effet, les différents pays d'Europe ont pu, à un moment de leur histoire, se reposer sur ce droit, ou du moins en prendre des bouts pour construire leur propre système juridique. Une transmission qui est passée notamment par l'Église, il me semble, c'est ça? Alors, entre autres, parce que C'est ça. l'Église se forme au sein de l'Empire romain. Les pères de l'Église ont participé à l'Empire, donc connaissaient très bien les lois de l'Empire. Mais on a aussi d'autres transmissions. Je pense par exemple aux transmissions qui sont le fait des universités, enfin des jeunes universités européennes de la fin du Moyen Âge et de l'époque moderne, et aussi des juristes, puisqu'en fait, un certain nombre de lois ont pu être redécouvertes, notamment au XIe siècle, et servir de base pour l'étude et la formation des juristes européens, qui eux-mêmes vont se rendre dans les différentes cours européennes pour conseiller les rois, les élites en fait, et qui vont donc amener ce qu'ils ont appris à l'école, c'est-à-dire des bouts du digeste, de sources juridiques romaines qu'ils vont prendre et qu'ils vont parfois adapter ou pas pour servir ces souverains. En matière de sources, justement, pour essayer de reconstruire a posteriori ce droit romain qui ne nous a pas été transmis forcément en intégralité, comment est-ce qu'on s'y prend? Sur quoi travaillent les chercheurs quand il s'agit d'essayer de reconstituer le paysage juridique, les institutions qui font tourner la machine judiciaire romaine, mais aussi les textes qui permettent à cette institution de savoir ce qu'il faut faire? Alors c'est vrai qu'en Antiquité, on est très proche de nos sources pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas tant que ça. On a des sources plus ou moins directes. Dans ce que j'appellerais des sources directes, on va avoir des constitutions impériales, qui sont des lois par exemple, ou des extraits de traités de juristes qui ont pu être compilés déjà à l'époque romaine et se transmettre après par la tradition manuscrite. Donc c'est grâce quand même à tous ces copistes du Moyen-Âge qu'on a aujourd'hui non seulement les textes juridiques, mais aussi la littérature latine, hein. Et après, dans les autres grands types de sources qu'on a qui témoignent des lois et du droit romain, on va aussi avoir beaucoup de ce qu'on appelle l'épigraphie. Alors, je ne sais pas si ça te parle. C'est un marteau, un burin et des pierres, et on trace des lettres sur la pierre. C'est ça. C'est donc toutes les inscriptions qui ont été conservées parce qu'elles sont en fait sur un support qui est durable, qui peut être du marbre, de la pierre, parfois du bronze, et donc qui tient très bien à travers le temps, et sur lesquelles on a des retranscriptions directes. Donc parfois de lois, parfois de décisions des empereurs ou du Sénat. Donc ça aussi, c'est des sources très précieuses parce que contrairement aux copistes qui pouvaient faire des coquilles, qui pouvaient enlever des parties du texte qui peut-être leur plaisaient pas, hein, au contraire, l'épigraphie a été réalisée à l'époque romaine et n'a pas subi postérieurement normalement de modifications. Donc c'est vraiment des sources qui ont été faites telles quelles par les Romains, donc qui sont au plus proche de ce qu'ils ont voulu dire. En matière de découverte, est-ce qu'il y a encore des sources épigraphiques ou des textes qui émergent de temps en temps?
Parce qu'il me semble que, par exemple, au XIXe siècle, on a trouvé, notamment dans les ruines d'Herculanum et de Pompéi, donc qui sont des villes italiques qui ont Oui. été ravagées par le Vésuve lors de l'éruption catastrophique du 1er siècle. Déjà, est-ce qu'on a retrouvé effectivement dans les ruines d'Herculanum et de Pompéi des choses qui sont utiles pour reconstruire ce paysage juridique Mhm. romain? Et est-ce que des découvertes comme celles-là sont encore des choses qui arrivent ponctuellement ou est-ce que c'est de plus en plus rare? Dans les villes de Pompéi et Herculanum, on a en effet fait de grandes découvertes. Et ce qui est très intéressant et ce qui est très excitant pour nous, c'est que c'est des découvertes qui durent encore. C'est des villes qui continuent d'être fouillées à la marge, parce que par exemple à Pompéi, il y a une ville à côté, voire dessus, donc ça, même à Herculanum, donc c'est difficile en fait de découvrir toujours plus la ville romaine. Surtout, on a des sortes de redécouvertes. Donc par exemple, à Herculanum, a été déterrée une grande villa romaine dans laquelle il y avait une bibliothèque. Il faut imaginer que le papyrus et l'éruption volcanique, ça fait pas bon ménage, donc on a retrouvé des sortes de fossiles de papyrus. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on a des découvertes de ce que contiennent ces papyrus. Alors c'est en cours, donc c'est pas encore fini, mais on arrive à avoir une lecture de ces papyrus par des scanners très précis et par ensuite des logiciels qui calculent les probabilités. Détermine, là, il y avait une tache d'encre, ça avait à peu près cette forme-là. Ou donc là, on il y a une peut... lettre, là, il y a une lettre. Ouais. Ça a l'air d'être au même étage, donc sur la même partie du papier. Donc si on les met ensemble, c'est probablement ce mot-là. D'accord, donc donc c'est un peu du matchmaking, comme ouais. refaire un puzzle pour essayer de reconstituer à peu près ce que le texte aurait pu être. Exactement. Donc je D'accord. sais qu'actuellement, c'est des choses qui sont en cours en fait. On a des travaux là-dessus et il me semble qu'il y avait une sorte de concours, d'ailleurs récemment, pour coder un logiciel qui permettrait de faire ces associations de façon plus efficace. Donc ça, c'est des sortes de découvertes qui sont encore possibles. Et ensuite, on a d'autres types de découvertes, donc archéologiques. Il y a encore des fouilles qui se font, donc parfois on a l'extrême chance, les archéologues ont l'extrême chance de déterrer une inscription. Alors des inscriptions, on en déterre beaucoup, des inscriptions juridiques, moins. Les inscriptions qu'on va le plus trouver, ça va être par exemple sur les tombes, on va avoir comme aujourd'hui en fait. Mais des textes juridiques, c'est plus rare, mais ça existe. On en a notamment dans les Balkans qui ressurgissent de temps en temps, ou même en Grèce, ça peut arriver. Et alors là, c'est vraiment le Graal, quoi. C'est vraiment ce que, à mon avis, tout archéologue espère trouver au moins une fois dans sa vie. Et une dernière chose peut-être, comme les copistes à l'époque médiévale pouvaient recopier plusieurs types de textes, il y avait une pratique qui était courante, qui était le fait de recopier sur un parchemin déjà utilisé un autre texte. Donc on grattait le parchemin et on mettait autre chose. Ce qu'on appelle un palimpseste. Exactement. C'est assez rare, mais parfois on arrive justement par scanner à voir les textes qui se trouvaient en dessous. Peut-être que nos bibliothèques monacales des monastères regorgent de trésors encore inexplorés. On peut l'espérer parce que les palimpsestes, en l'occurrence, dans les manuscrits médiévaux qu'on a archivés donc dans tout un tas de musées et d'institutions spécialisées de France et de Navarre, pour le coup, des palimpsestes, il y en a quand même des quantités raisonnables. Donc on peut croiser les doigts et espérer qu'il y a effectivement des textes antiques effacés en dessous qu'on pourra effectivement redécouvrir. Tu évoques le fait qu'on peut retrouver de l'épigraphie dans les Balkans ou en Grèce. Alors dans les Balkans, je m'inquiète pas trop, je pars du principe qu'ils taillaient en latin et que du coup on va surtout retrouver du latin. Mais dans le cas où, par exemple, on est dans une zone qui était plutôt de culture hellénique, est-ce qu'il y a un enjeu de la traduction? Est-ce que la traduction pouvait par exemple déformer la nature du texte juridique? Alors oui, complètement, parce que certaines notions latines n'existent pas dans le vocabulaire grec, de la même façon que certaines notions grecques, notamment de démocratie et autres, n'existent pas en termes latins, parce que ce sont des réalités que ne connaissent pas les Romains. Donc oui, les Grecs écrivent en grec. Toutes les élites romaines, de toute façon, sont bilingues. On parle le grec autant que le latin, c'est une pratique très courante, donc tout le monde se comprend. Oui, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est plié. Donc tout le monde se comprenait, mais il est vrai que ce qu'on voit, et notamment sous l'Empire, c'est qu'on a des textes écrits en grec qui décrivent des réalités latines, mais avec d'autres termes. Donc après, il y a un petit jeu d'interprétation pour savoir de quel type de personnage parlait l'inscription à ce moment-là et à quoi ça pouvait correspondre d'un point de vue administratif dans le monde romain. Tu disais tout à l'heure que parfois, au gré d'une fouille, on pouvait retrouver des inscriptions, entre autres choses on peut retrouver des inscriptions. C'est possible. Ça vaut le coup de rappeler qu'il y a ce qu'on appelle l'archéologie préventive.
quand il y a des travaux, que ce soit des travaux publics ou des travaux particuliers de grande ampleur, s'il y a une découverte archéologique qui est faite pendant les travaux sont stoppés, en théorie, En théorie. et, et l'Institut national de l'archéologie peut venir et donc effectuer des fouilles dans un délai déterminé par la loi. Il me semble que c'est le préfet qui détermine le délai de X mois, pendant lesquels les travaux sont intégralement stoppés pour que la science puisse essayer de récupérer le maximum d'informations, le maximum de données, le maximum d'éléments archéologiques possibles sur cet espace-là avant que les travaux, et donc notre vie à tous au quotidien, puissent reprendre et que la vie puisse continuer, entre guillemets. Alors ça, c'est la situation en France. On Oui. a vraiment une Oui, c'est législation français, tout à fait. là-dessus. Oui, oui. C'est vrai que dans le reste de l'Europe, enfin, ça dépend des pays, encore une fois, mais c'est un peu moins encadré parfois. Oui. Et il faut surtout, pour que le chantier s'arrête, que le site découvert soit estimé, enfin, qu'on estime que justement, il puisse apporter quelque chose de nouveau. Parce que si on fouille un peu partout dans le sol européen, on va trouver des choses. Ça, Oui, c'est oui, pas bien un sûr. problème de différentes époques, d'ailleurs, pas seulement antiques, Bien hein, sûr, mais oui, ça médiévales, vaut sur modernes. toutes les époques, ce C'est qu'on est en ça. train d'expliquer. Donc si on devait arrêter de tout faire, enfin de construire à chaque fois qu'on trouve quelque chose, ce serait compliqué. Ouais, on construirait Donc peu. ouais. Et puis, il faut que les archéologues, en quelques semaines, réussissent à montrer, si c'est le cas, que le site a un intérêt majeur pour la science. Et dans ce cas-là, on peut stopper longuement les travaux, voire parfois dérouter les travaux, si c'est possible. Mais si on trouve des choses, on va dire, fréquentes, comme des amphores, ce genre de choses, et que ça n'apporte pas de grandes connaissances nouvelles, on va reboucher et puis construire par-dessus. Ouais. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les sources sur lesquelles les historiens et les historiennes peuvent s'appuyer pour essayer de recréer un petit peu le droit romain, en tout cas de remettre le doigt dessus, de comprendre un peu comment les choses étaient agencées, ça vaut le coup de parler de comment il a vécu ce droit romain, fondamentalement. C'est quoi l'origine du droit romain? C'est quoi le fonctionnement judiciaire et juridique le plus ancien dont on soit au courant aujourd'hui? Question complexe. L'histoire romaine, elle s'articule globalement en 3 périodes. Si je dois être très caricaturale, il y a la royauté, la république et l'empire. Et donc la royauté, c'est la fondation de Rome. C'est 2 frères jumeaux, Romulus et Rémus, qui viennent fonder Rome, l'un tuant l'autre. Enfin bref, la mythologie comme les Romains les aiment. Comme toute nouvelle société, la nouvelle ville de Rome doit trouver aussi ses règles. Alors je dis il semblerait, parce que plus on remonte dans le temps, moins on a de sources en fait. Globalement, on a, il me semble, aucune source directe de loi de la période royale. Pour déterminer ce que tu vas nous expliquer, on est uniquement sur ce que les auteurs romains eux-mêmes disaient, donc sur un récit transmis de génération en génération et sans nécessairement des preuves archéologiques, textuelles ou quoi que ce soit qui nous permettent d'en être absolument certains. On est en effet sur ce que racontent les auteurs Voilà. plus tardifs, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ ou après, sachant que la royauté romaine, c'est entre le 8e siècle et le 6e siècle, quoi, donc c'est bien avant. Et il semble qu'en fait, le droit de cette période se construit beaucoup en rapport avec la sacralité, en fait, ce qui deviendra le mot droit en latin, qui est le ius. Au départ, il y a un caractère plutôt sacré, religieux, de ce qui est juste, ce qui est bien, mais donc il y a un mélange entre le religieux et le droit, qui petit à petit, par la suite, va se différencier. Après la période royale, on va avoir une séparation qui va se faire entre ce qui fait partie du religieux, ce qu'on va appeler le fas, le bon fonctionnement religieux, et ce qu'on va appeler le ius, qui est le droit fait pour les hommes. Mais au départ, on est sur quelque chose qui tient des bonnes mœurs, de ce qui doit être fait et ne pas être fait. Les auteurs nous racontent par exemple que le premier roi de Rome aurait fondé des lois notamment sur le rapport intrafamilial. Donc le fait que le fils dans une famille soit sous l'autorité du père, par exemple. Et c'est des lois très simples, finalement, qui viennent juste régir les rapports sociétaux et intrafamiliaux. On ne va pas être sur une prolifération de droits et de lois comme on connaît aujourd'hui, il y a des lois sur tout. C'est pas du tout le cas dans la Rome royale. C'est vraiment quelques lois faites au besoin pour organiser la vie au sein des familles et au sein de Rome. Ce droit-là, il va quand même se complexifier un petit peu par la suite, notamment à partir, donc, comme tu disais, du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc la fin de la monarchie. On passe en république. Alors attention, la République, ça ne veut pas dire la démocratie. Non. À ma connaissance, les Romains, la démocratie, ils en avaient une notion très personnelle. Rien à voir. La République, c'est le système de fonctionnement de la Rome antique avant l'avènement d'Auguste. C'est tout un système d'institutions compliquées qui se complètent ou se parasitent les unes les autres. Mais ce n'est pas une démocratie au sens grec du terme. Non. À Rome, on a plusieurs institutions
Et les citoyens vont voter un certain nombre de décisions, ils vont élire notamment des magistrats, ils vont voter sur certaines lois, mais en fait, ils vont déléguer toute une partie des actions politiques à ces fameux magistrats. Donc en fait, on n'est pas dans une démocratie dans le sens où déjà tous les citoyens ne décident pas de tout. Et ensuite, selon le statut social que l'on a au sein de la société, que l'on soit riche ou pauvre, on ne va pas exactement avoir les mêmes pouvoirs politiques. Donc en fait, on n'est pas du tout dans quelque chose qui sanctifierait une sorte d'égalité stricte de chaque citoyen. Très loin de là. Donc en effet, grosse différence entre république et démocratie. Et malgré tout, ce système, donc, il dure quand même 500 ans avant d'être amendé, on va dire, pour rester sobre, par Auguste et ses successeurs. Mais il pose quand même, dès le début, un certain nombre de lois fondamentales, notamment, il me semble, à travers ce qu'on appelle la loi des 12 tables. La royauté s'arrête, on n'arrive pas tout de suite en république. On ne dit pas tout d'un coup, tiens, on va avoir un Sénat, des magistrats et des assemblées du peuple. Non, ce serait trop beau. Donc ça va se former petit à petit au gré d'expériences politiques. Ça s'invente en fait au fur et à mesure. Et en 450, on va avoir une période de crise en fait au sein de la société romaine. Et on va confier à un ensemble de 10 hommes le soin de créer des lois pour Rome. Ils vont écrire ce qu'on appelle les lois des 12 tables. Donc sur 12 tables de bronze, vraisemblablement, ils vont inscrire un certain nombre de règles qui vont régir les rapports au sein de Rome. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces lois sont avant tout des lois privées sur les rapports du fonctionnement social et aussi des lois sur les actions qu'il est possible de mener en justice. Donc ça va tracer un certain nombre de règles pour pouvoir défendre son patrimoine, défendre ses biens, les questions de testament aussi. Donc ça va vraiment organiser un peu la vie du citoyen dans sa sphère privée de ses rapports à sa famille, mais aussi des rapports à son patrimoine, son argent, vis-à-vis des autres membres de la société. Mais 12 tables, c'est pas énorme. Donc on n'est pas non plus sur une multitude de lois. Donc les 12 tables posent vraiment un cadre de relations, j'allais dire presque citoyennes, c'est-à-dire le fonctionnement de la société, le fonctionnement du citoyen vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des autres citoyens. Donc si je te suis bien, il n'y a rien qui régit par exemple le rapport au commerce, il n'y a rien qui va régir on va dire le reste du spectre de la justice. Est-ce qu'il y a des lois qui régissent par exemple les crimes, etc. Ou est-ce que c'est vraiment juste le rapport du citoyen à ses contemporains et aux institutions? Alors globalement, ces lois des 12 tables, elles vont régir donc les aspects de la vie privée, aussi des questions de droit criminel, donc notamment les questions de parricide, etc. Mais en effet, elles ne s'étendent pas à... elles ne peuvent pas en fait toucher tout le spectre de la vie, dans la mesure où elles sont déjà très succinctes. Donc elles vont surtout régir des questions de droit familial et devenir petit à petit une base aussi pour l'élaboration d'un droit plus complexe qui sera le droit civil et qui va lui pouvoir s'intéresser à des questions un peu plus étendues, notamment sur le commerce et autres. Donc on a du coup ces 12 tables-là. On a les lois traditionnelles qui existaient déjà sous la monarchie et qui peuvent continuer à exister sous la République. Et est-ce qu'on a d'autres types de droits qui viennent s'ajouter à ces deux éléments-là, soit formels, soit informels, qui viennent compléter un petit peu le paysage? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, donc là, les lois des 12 tables, on est au VIe siècle. Mais après, il faut bien imaginer que la société romaine, elle évolue, elle vit, et qu'elle va se construire aussi, petit à petit. Le système républicain, la République romaine, est construite de façon à ce que les citoyens puissent voter des lois. Donc ça fait Assemblée du peuple, magistrat, Sénat. C'est 3 organes, 3 piliers qui fonctionnent ensemble. Et ces magistrats, en fait, vont pouvoir proposer des lois qui vont être votées par les assemblées du peuple. Donc, en fait, régulièrement, on estime qu'à partir du IVe siècle, il y aurait à peu près une loi au moins qui est votée par an. Donc, régulièrement, le droit romain va s'augmenter des décisions prises par les assemblées du peuple et parfois aussi de quelques recommandations faites par le Sénat. Mais il semble que la plupart de ces lois, en tout cas au début de la République, aient surtout concerné des questions de diplomatie extérieure ou alors aussi la récompense de certains citoyens romains. On va voter des lois pour permettre à un grand général qui s'est particulièrement distingué de pouvoir célébrer son triomphe dans Rome. Donc finalement, pendant très longtemps, la société romaine va se reposer sur ces 12 tables, sur ces lois qui ont été fondées par le Collège des 10. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliciter un terme
que Oui. certains ont peut-être déjà entendu, qu'on appelle le Jus Maiorum. Ah, les droits des anciens. Voilà. Il y a une notion de mœurs dans la société romaine, c'est-à-dire que le comportement d'un individu est dicté par des règles tacites qui ne sont pas des lois écrites, mais qu'il doit respecter pour maintenir Mhm. son rang, son statut. Et c'est un peu ce que va, entre autres, rassembler le Mos Maiorum, c'est-à-dire tous ces comportements qui sont jugés comme de bons comportements que reproduisent les citoyens romains. Donc il faut faire preuve, par exemple, d'une certaine dignité, la dignitas, d'une forme de justice, de la clémence. Donc c'est un peu des grandes valeurs qui vont être cultivées par les Romains. C'est vraiment un jugement social. Oui, chacun est juge de son prochain. C'est ça. C'est Et la toute la réputation, c'est la société. fama, c'est-à-dire la réputation individuelle de chaque individu Oui, qui est sous-pesée par tous les autres en permanence. exactement. Et Ok. toute la société en fait se rassemble autour de ces valeurs. C'est des Mhm. valeurs communes et partagées. Mhm. Et donc on va surveiller chez l'autre qu'on cultive bien ces valeurs-là. C'est ça aussi qui va permettre aux individus de se distinguer, puis de pouvoir faire une carrière politique, par exemple. Parce qu'on va voter pour quelqu'un, parce que justement, on sait qu'il a eu de grands actes de générosité, qu'il a fait preuve d'une grande justice auprès de ses clients, de ses amis. Donc en fait, ça participe de la réputation d'un individu, et c'est très important. Une mauvaise réputation va vraiment suivre un individu et l'empêcher de faire une carrière politique ou même d'avoir des relations commerciales. Pourquoi faire confiance à cet homme si on sait qu'il a été indigne par ailleurs? Mhm. Donc en fait, il y a tout un tas de règles tacites qui vont quand même structurer cette société sans avoir besoin qu'elle soit écrite et mise dans le marbre. Est-ce que les prêtres jouent un rôle dans le Ah. jugement qui est porté sur les individus immoraux? Alors, comment te dire? C'est une question, entre guillemets, un peu incorrecte, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y. Parce qu'il n'y a pas de classe de prêtres, si tu veux. Les prêtres, ce sont des magistrats. C'est pas une fonction qui t'exclut de cette société. C'est-à-dire que tu peux être un citoyen, tu fais une carrière politique, tu deviens magistrat et tu cumules une César prêtrise. a été pontife de je sais Exactement. plus quel temple. Il était grand C'est ça, pontife à un donc, moment. Voilà. ouais. Donc en fait, il n'y a pas de jugement des prêtres, il n'y a pas de droit des prêtres dans la mesure où ce prêtre-là, il peut être aussi magistrat et autres. Mais en effet, il y a quand même des règles religieuses à maintenir au sein de la société et une bonne façon de se comporter aussi vis-à-vis des dieux. Va y avoir une sorte de droit sacré, comment on s'occupe des dieux, comment on leur rend hommage, comment on se rattrape quand ils sont mécontents. Et il va y avoir le droit civil et criminel qui est fait pour la société. Donc une fois qu'on est dans cette république, on a un corpus de lois qui existe, donc à peu près une par an, comme tu disais, qui est votée en moyenne, même si c'est surtout des positions diplomatiques plus que vraiment des lois qui vont affecter le quotidien ou les activités économiques ou les rapports sociaux. Malgré ça, sous la République, il y a doucement, on va dire, des spécialistes du droit qui vont commencer à émerger. Globalement, on a tendance à tracer un peu 3 grandes périodes pour le droit. Une sorte de période dont on vient de parler, là, que David Ibbetson appelle la période pré-scientifique d'une certaine façon, donc peu de lois, mais qui permettent de régir l'essentiel des rapports. Et à partir de 150 avant Jésus-Christ, il me semble, jusqu'au début du IIe siècle après, enfin du IIIe siècle après, on va avoir une période d'intense réflexion juridique. Et en effet, cette intense réflexion juridique et production juridique, elle est liée à l'apparition des juristes, donc à la constitution vraiment d'une catégorie de métiers finalement, dont le principal objectif va être de réfléchir au fonctionnement de la société et d'établir des sortes de normes qui pourraient permettre de préciser les rapports entre les individus. Alors attention, les juristes ne font pas de loi. Les juristes réfléchissent à, si demain j'ai un problème de territoire avec mon voisin, comment est-ce qu'on va pouvoir interpréter une vieille loi pour me permettre de récupérer ma terre, ou alors au contraire, comment est-ce qu'on va faire en sorte, si la loi n'existe pas, de pouvoir me permettre de récupérer cette terre ou pas, est-ce que je suis fautif ou pas, enfin bref. Ça va être vraiment des réflexions sur des cas très très précis pour essayer de dégager une sorte de normalité, donc de règles qui pourraient être appliquées un maximum de cas similaires. Mais ce ne sont pas des lois, parce que les juristes ne sont pas des magistrats. Ils ne sont pas législateurs, ils ne sont pas juges, ils ont été élus à rien, ce sont des citoyens dont on reconnaît qu'ils ont un savoir-faire, celui de connaître la loi et d'être capable de l'interpréter d'une façon qui paraît cohérente, rationnelle, conforme avec avec la tradition et avec la jurisprudence, pour le coup accompagner le législateur et accompagner les juges
quand eux, ils vont avoir besoin de rendre ou de faire le droit. C'est ça. Globalement, le pouvoir législatif, il est détenu dans les mains de très peu de personnes, Mhm. des assemblées du peuple lorsqu'elles votent les lois, Mhm. parfois du Sénat, surtout à partir de l'Empire, dont les avis vont avoir force de loi progressivement, Mhm. et de certains magistrats qu'on va appeler les prêteurs, qui ont une fonction particulière qui est celle de rendre la justice. Donc, les décisions qu'ils vont prendre vont avoir force de loi. Mais c'est tout. Les juristes, eux, s'ils ne sont pas magistrats, n'ont pas ce pouvoir. Donc vraiment, ils vont réfléchir à l'application soit des lois existantes, soit à l'existence de normes qui pourraient régir des problèmes. Donc typiquement, voilà, si une femme libre tombe enceinte d'un esclave, est-ce que son fils va être libre ou esclave? Mhm. Ou alors si une esclave devient libre mais qu'elle était enceinte au moment où elle est esclave, est-ce que son enfant à naître est esclave ou devient libre parce qu'elle devient libre? Donc c'est vraiment des réflexions très très pointilleuses sur des situations extrêmement variées qui vont dépendre du statut de l'individu, de sa Mhm. position sociale et du problème qui est évoqué. Mais ces juristes-là, il n'existe pas d'école de juristes. On est dans l'Antiquité, donc le parcours scolaire et académique, ça n'existe pas. Non. Comment finalement est-ce qu'on devient juriste? Comment est-ce qu'on peut être reconnu comme un expert du droit légitime, capable de conseiller les magistrats et de participer au débat public de cette façon-là? C'est complexe parce qu'il y a différents types de juristes. Globalement, dans l'Empire romain, lorsqu'on est magistrat, on n'est pas payé. D'accord. Seule l'élite peut être magistrat puisqu'il faut détenir un patrimoine assez important qui permette en fait de faire de la politique sans avoir besoin de Oui, travailler pour on vivre. a du temps libre, donc on peut se consacrer au service de la cité. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers hommes qui réfléchissent au droit font partie de l'élite aussi, en fait, qui ont une vie politique et qui, à travers leurs différentes fonctions, vont se retrouver confrontés à des problèmes et vont donc pouvoir en parler et écrire dessus. Mais ce qu'on observe, c'est que progressivement, on va avoir vraiment une catégorie de la population qui va se faire payer pour donner des conseils de droit. On va être surtout face à des individus lettrés qui sont spécialisés là-dedans et venir à conseiller parfois des magistrats qui, eux, n'ont pas le temps de juste connaître tout l'ensemble du droit et de s'y pencher de façon si précise. Donc finalement, un peu comme avec le Mos Maiorum, c'est leur réputation et leur crédibilité, leur compétence qui fait que on va leur accorder plus ou moins de confiance et on va estimer qu'ils sont plus ou moins fiables dans ce qu'ils produisent. Exactement. Ce qui est complexe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a la trace de quelques-uns de ces juristes, mais surtout ceux qui ont écrit. En général, on a une partie de leurs textes et on connaît leur position dans la société, etc. Mais il existait vraisemblablement, à l'échelle plus locale, en fait, des individus qui, sans avoir cette réputation-là, pouvaient justement être amenés à aider lors des procès, soit parce qu'ils servaient d'avocats, soit parce qu'ils servaient d'assistants, en fait, aux parties dans les procès pour les aider à gagner leur jugement, et qui, du coup, devaient se former aussi à cette science juridique. Cet âge d'or des juristes et des gens qui vont réfléchir au droit et aux différentes manières de l'écrire, de le faire, de le rendre, va arriver finalement à son terme au bout d'un moment, d'une façon qui peut peut-être surprendre les gens qui connaissent un peu l'histoire romaine. C'est pas avec l'avènement de l'Empire, ça arrive 2 siècles après, et de façon peut-être un peu moins surprenante sur ce coup-là, pendant ou à l'issue de ce qu'on appelle la crise du IIIe siècle, où c'est un petit peu le bazar un peu dans tous les niveaux et dans l'intégralité de l'Empire. À l'issue de ça, on attaque une période de dominat où le pouvoir politique est beaucoup plus centralisé dans les mains de l'empereur. Et donc, du coup, forcément, cette bascule politique majeure, ça influence le monde juridique. Du coup, comment est-ce que ça se passe? Comment les choses se font sous cette période-là? Alors globalement, c'est vrai que l'âge d'or des juristes, c'est fin du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est vraiment sous l'Empire, la période du Principat la plus florissante, là où on a le plus de textes écrits et les textes les plus aboutis surtout. Outre le peuple et certains magistrats, l'empereur va être source de loi. Ce qui se passe, c'est qu'au IIIe siècle, on a en effet une période qui politiquement est très compliquée, enfin en tout cas très instable pour Rome, avec beaucoup d'usurpation de pouvoir, beaucoup d'instabilité, où on va avoir aussi aux frontières une pression un peu constante de certains ennemis de Rome. Ce qui ressort de cette crise, c'est qu'on va vraiment avoir une domination par la suite assez importante de l'empereur sur les questions juridiques. C'est-à-dire l'empereur va devenir la principale source de loi de l'Empire.
on va avoir aussi une codification toujours plus poussée de ce droit, qui, à mon avis, trouve un peu son âge d'or sous Justinien au VIe siècle, qui va, lui, entreprendre de réaliser de véritables codes, donc des ouvrages, hein, dans lesquels on va reproduire toutes les questions de droit, donc liées aux questions testamentaires, liées aux questions de conflits sur le territoire, par exemple, à ce que les préleveurs d'impôts peuvent faire, à comment attaquer en justice des préleveurs d'impôts. Donc vraiment, un texte qui va reprendre tous les aspects des échanges de la vie romaine. Justinien, c'est vraiment l'apothéose de ce moment, mais on a eu des codes en fait aux époques précédentes. Théodosien a réalisé une somme qui reprenait l'ensemble des constitutions, donc des lois impériales, qui va, elle, déjà venir encadrer tout un tas de rapports sociaux. Et là où Justinien va faire plus, on va dire, c'est qu'il va mettre à jour ce code et demander la compilation ce qu'on appelle le digeste, qui est un texte qui va reprendre de nombreuses décisions politiques prises au début de l'Empire, en fait. Et non seulement des lois, mais aussi tous les fameux écrits de ces juristes. C'est-à-dire qu'on reprend des bouts seulement de réflexions de ces juristes qu'on garde parce qu'elles correspondent aux droits et aux lois de la période justinienne. Donc en fait, si on connaît en grande partie les juristes du IIe siècle, c'est parce qu'au VIe siècle, Justinien les a fait compiler dans ce texte qu'est le digeste, et qui lui va pouvoir encadrer quasiment toutes les situations qui peuvent se présenter dans le fonctionnement de l'Empire et dans la vie des citoyens. Du coup, on peut revenir peut-être sur ce qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure. Finalement, qui est-ce qui vote la loi à Rome ? Alors ça dépend à quelle période. Sous la République, c'est globalement ce qu'on appelle les comices, donc les assemblées du peuple, notamment les comices tributes. Dans ces comices, à chaque fois, on retrouve tous les citoyens romains, tous les hommes. Bien sûr, les femmes, non. Donc tous les hommes qui disposent de la citoyenneté et qui sont majeurs. Ce qui est intéressant, encore une fois, on a dit au début que selon son statut social, on n'avait pas exactement le même pouvoir politique à Rome. Dans ces assemblées, les citoyens ne votent pas de façon individuelle. C'est-à-dire que leur voix ne vaut pas la même chose que la voix du voisin. En fait, ils votent par groupe de vote et ils sont répartis dans ces groupes de vote selon des critères économiques censitaires, donc selon leur fortune. Or, l'élite romaine a été maligne, elle a créé plus de groupes avec les aristocrates et moins de groupes avec les individus plus pauvres. Donc finalement, si on estime que chaque groupe a une voix sur le vote final, ça permet une domination des aristocrates romains sur les choix politiques qui sont pris à Rome. Donc c'est surtout ces assemblées du peuple qui votent, et donc chaque citoyen en théorie peut se déplacer et venir voter dans son groupe de vote pour les lois qui lui sont proposées. Ça c'est pour la République. Pour l'Empire, on a toujours ces assemblées qui vont pouvoir être mobilisées, notamment au début de l'Empire à différentes reprises. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'empereur va monopoliser aussi la législation et va proposer de plus en plus de lois qui sont soit sous forme d'édits, soit de rescrits. Enfin, il peut faire plein de lois différentes. Et aussi, progressivement, on va remarquer aussi que les avis rendus par le Sénat vont pouvoir avoir force de loi. Parce qu'effectivement, si je te pose la question, c'est notamment parce qu'aujourd'hui, dans énormément de pays, il y a une institution qui peut s'appeler le Sénat, qui est une référence directe généralement au Sénat romain, et qui est, en règle générale, la chambre haute du Parlement. Et cette entité-là fabrique la loi. Mais sous la République, donc du coup, c'était pas le cas. Donc quel était le rapport des sénateurs avec la législation avant que, par des chemins de traverse et avec le coup de tampon impérial, ils puissent commencer à la produire ? Alors ils avaient un rôle dans l'élaboration de la loi, parce que souvent les lois étaient discutées au Sénat en fait, quand même. Elles étaient soumises par les magistrats. Les magistrats pouvaient justement réunir le Sénat, proposer leurs lois, elles étaient discutées âprement d'ailleurs, souvent. On dirait aujourd'hui les amender, alors c'est pas exactement le cas, mais les modifier avant que ces dernières soient soumises au vote. Finalement, le passage par le Sénat, c'est une espèce de chambre préparatoire où l'aristocratie, les chevaliers se mettent d'accord entre eux pour ensuite savoir quoi voter dans les comices. Oui. Après, ce qui s'est passé à partir du IIIe siècle, c'est qu'on voit apparaître une magistrature particulière qui s'appelle les tribuns du peuple, qui sont censés être justement des magistrats plus représentatifs de la plèbe. Oui. IIIe siècle avant Jésus-Christ, oui, excuse-moi. Donc sous la République. Au IIIe siècle, on voit apparaître cette magistrature particulière qu'on appelle le tribunat du peuple, qui doit justement mieux représenter les intérêts de la plèbe. Donc la plèbe, c'est les artisans, c'est
les paysans, c'est le petit peuple, on Mhm. pourrait l'appeler comme ça. Dans les pouvoirs qu'on donne à ces magistrats, qui sont une dizaine, on leur donne le pouvoir de proposer directement des lois au peuple pour les faire voter. Donc, certes, on a ce cheminement de la loi qui peut passer par le Sénat, qui peut en tout cas être discuté au Sénat, mais on peut aussi avoir un cheminement parallèle qui ne passe pas par le Sénat et qui passe par ces tribuns de la paix. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que le Sénat avait certaines prérogatives particulières. Par exemple, le Sénat, sous la République, se charge des questions de ce qu'on appellerait aujourd'hui les affaires étrangères, finalement, donc les questions de politique extérieure. Donc c'est eux qui décident des traités de paix, des alliances et des guerres. Donc par exemple, tous ces questionnements-là ne vont pas passer, en général, par le peuple. Donc il y a des domaines dans lesquels le Sénat va être souverain, si l'on veut, et d'autres dans lesquels il faut que toute décision passe par un vote populaire. Par contre, ce qu'on peut remarquer, notamment au 1er siècle avant Jésus-Christ, la fin de la République romaine, c'est une grosse période de tensions internes, avec beaucoup de guerres civiles, c'est-à-dire entre des citoyens romains, notamment pour avoir plus de pouvoir. Donc typiquement, César face à Pompée, hein, c'est ce qu'on connaît le mieux aujourd'hui. Ce qu'on observe, c'est que dans les stratégies politiques, on a pu faire voter certaines décisions par le peuple pour justement éviter de se confronter à un certain conservatisme du Sénat. Par exemple, quand Pompée commence à avoir sa réputation grandir et que Rome est toujours aux prises avec beaucoup de pirates, notamment dans l'Adriatique, certains alliés de Pompée vont proposer au peuple de voter une loi qui donne à Pompée tous les pouvoirs sur cet espace méditerranéen pour lui permettre de mettre fin à la piraterie. Or, les pouvoirs octroyés dans cette loi étaient des pouvoirs extraordinaires pour l'époque, parce qu'ils n'avaient quasiment pas de limite territoriale. Et une partie du Sénat y était farouchement opposée. Donc là, même si on est sur une affaire de politique extérieure, d'une certaine façon, dans la stratégie politique, on décide quand même de faire voter ces pouvoirs par le peuple, pour éviter justement que le Sénat ne s'oppose en fait à la montée en pouvoir de Pompée. Ce qui est intéressant aussi de mémoire, hein, avec le cas particulier du tribun de la plèbe, normalement ça peut pas être un aristocrate. Alors ça c'est en théorie au début de la République, ouais. Et du coup on a des situations où César étant un populiste, donc lui il fait donc, un peu ce que tu décrivais pour Pompée, c'est-à-dire qu'il s'appuie beaucoup sur la plèbe pour contrer justement un Sénat conservateur qui essaye d'éviter d'avoir un tyran à la tête de la République. Il y a parmi ses fidèles un Romain aristocrate qui se fait adopter par un plébéien pour pouvoir être élu via les réseaux d'influence de César au tribunat de la plèbe, pour que César indirectement contrôle le tribunat. Ouais, mais c'est quasiment impossible parce qu'en fait le tribunat de la plèbe c'est une dizaine de postes, c'est une dizaine de tribuns. Donc souvent les autres membres se rattachaient en fait à l'autre homme fort du moment. Donc il y avait même des luttes politiques au sein du tribunat. Donc c'est pas un seul homme, donc c'est difficile de se l'attacher. Non, c'est attacher ce tribun-là spécifiquement. Ce Mais poste-là coup, parmi le collège des tribuns. Ouais, ce que fait César, Pompée aussi le fait. C'est-à-dire que ses opposants politiques en profitent aussi, font la même chose. Ok. Donc on a évoqué le fait que la société romaine était assez ségrégée, mais il y a d'autres ségrégations qui s'appliquent, puisqu'ils n'ont pas le même pouvoir politique, ils n'ont pas la même capacité de voter. Donc on a évoqué les comices, où la division des comices fait que les gens qui ont un meilleur patrimoine financier, qui sont donc généralement, en tout cas au début de la République, des aristocrates, pèsent davantage sur le vote. Il y a d'autres divisions qui existent dans cette République, puisqu'il y a aussi donc les femmes qui sont complètement exclues du système politique, les esclaves, qui sont aussi, étant esclaves, ils n'ont aucun droit, ils sont des biens meubles. Mais on a des cas un petit peu plus complexes peut-être à appréhender, puisqu'on a les pérégrins, c'est-à-dire les étrangers mais qui vivent en territoire romain, donc ça peut être des Grecs, des Carthaginois, des Phéniciens, et il y a aussi un autre cas particulier qui là est peut-être pour nous en particulier plus difficile à se représenter, c'est celui des Italiotes, c'est-à-dire des gens italiens qui sont des cités soumises à Rome mais qui n'ont pas le statut de citoyens romains. Alors, le statut d'Italiote n'existe pas à proprement parler, ce sont des étrangers. La seule différence, c'est qu'ils sont alliés de Rome. Donc tout ce que Rome a mis en place pour juste organiser le fonctionnement interne de sa cité, donc toutes les règles, toutes les lois, ces lois elles vont être confrontées à une autre réalité qui est plus celle de la ville, mais qui devient celle d'un empire. Et en effet, on va avoir des statuts différents d'individus. Donc les hommes et femmes nés de citoyens et de citoyennes romaines ont la citoyenneté, et tous les autres sont ce qu'on appelle des fameux pérégrins, c'est-à-dire des étrangers. Donc, c'est-à-dire que même les Italiens, au départ, ce sont des étrangers. Parce qu'ils
ils ne sont pas nés de mère et de père romains. Il n'y a pas de situation intermédiaire où on leur donne une partie de droit romain, mais pas tout, et du coup ça peut parfois durer plusieurs siècles. Si, c'est ça. C'est-à-dire que certaines cités, pour les remercier de leur fidélité, de leur aide apportée à Rome, notamment dans des moments de guerre, vont se voir octroyer le droit de se marier, le droit de faire du commerce, qui sont des droits appartenant à la citoyenneté romaine, en fait. Mhm. Mais ce qu'on observe, c'est que, au bout d'un moment, ces Italiens, ils en ont un peu marre, en fait, parce qu'ils participent au prestige de Rome, aux grandes conquêtes qu'elle réalise, à son enrichissement, mais finalement, ils ne sont pas citoyens, donc ils ne touchent pas la même part du butin, ils n'ont pas les mêmes droits. Au bout d'un moment, les Italiens vont se rebeller. C'est une grande crise qui apparaît entre 91 et 88 avant Jésus-Christ. Et à l'issue de cette crise, les Italiens vont obtenir, en tout cas les Italiens libres, pas les esclaves, Oui, bien sûr. toujours, hein, vont obtenir la citoyenneté romaine. Donc, en 80 avant Jésus-Christ, sous la République, tous les Italiens sont citoyens. Mais en effet, lorsqu'elle conquiert un territoire, Rome ne donne pas sa citoyenneté aux individus. Ils restent étrangers, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre citoyenneté. Donc, lorsque Rome conquiert Athènes, les Athéniens restent citoyens athéniens, régis par les lois athéniennes. Rome ne va jamais forcer son droit sur les peuples qu'elle conquiert. Mais, de façon concomitante, les habitants conquis n'ont pas les droits des citoyens romains. Mais du coup, on se retrouve dans des situations où une loi locale qui a été autonome pendant longtemps, qui gérait ses propres affaires, se retrouve dominée politiquement, militairement, diplomatiquement par la loi romaine, puisque factuellement les Romains sont là et c'est quand même un peu eux qui commandent. Oui. Ils vont nommer des gouverneurs, ils vont nommer des magistrats en local pour s'assurer que cette domination s'exerce. Donc il y a fatalement deux systèmes juridiques qui, s'ils ne vont pas entrer en opposition frontale nécessairement, vont devoir coexister. Oui. Comment ça se passe? Comment est-ce que les Romains et les locaux s'y prennent finalement pour que les choses se passent bien et pour que toutes les personnes en charge de gérer la justice ne s'arrachent pas les cheveux brutalement tous les matins? Alors, c'est l'objet d'une lente construction. Ce qu'applique Rome très rapidement lors de ses conquêtes, et qui va être le fonctionnement de son empire jusqu'à la fin, c'est que les cités conquises sont autonomes, mais pas indépendantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles fonctionnent absolument comme elles veulent. Elles peuvent garder leurs anciennes lois qui sont héritées de périodes pré-romaines, donc avant la conquête. Elles peuvent garder leurs magistrats. Elles peuvent garder leur fonctionnement politique, même s'il est très différent de Rome. C'est comme ça que Athènes a pu conserver son fonctionnement démocratique. Mais, en effet, tu l'as dit, ils sont sous domination romaine, et donc ils lui doivent notamment l'impôt, l'obéissance, et notamment la participation aux différentes campagnes militaires. Donc ça, c'est le fonctionnement global. La seule chose que va faire Rome, c'est qu'elle va récupérer certaines prérogatives. Par exemple, le droit de glaive, le droit de mettre à mort, va être détenu par les autorités romaines. Donc s'il y a un cas très grave, une affaire criminelle très grave, elle ne pourra pas être jugée au niveau local, elle devra être amenée devant un magistrat romain. Ce qui est complexe aussi, c'est que en fait, Rome a la pratique de l'écrit, donc on connaît ses lois. Mais en fait, il y a beaucoup de communautés, notamment en Occident, qui n'avaient pas cette pratique de l'écrit. Donc on ne sait pas quelles étaient les lois, par exemple, de certaines cités gauloises avant d'être dominées par Rome. Parce que c'était coutumier, de tradition orale. Et ça a disparu. Ça se trouve, c'était très précis, très carré, mais on n'en sait rien. C'est ça. Oui. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les élites de ces communautés, qu'elles se situent en Bretagne, en Gaule, en Espagne ou même parfois en Afrique, en fait, petit à petit, elles vont chercher à adopter les coutumes romaines, à s'habiller comme les Romains, à parler comme les Romains, pour pouvoir gagner en pouvoir, pour pouvoir échanger avec les Romains. Et donc, progressivement aussi, c'est ce qu'on appelle, de façon un peu impropre, la romanisation. On va avoir justement un changement des mœurs aux échelles locales et donc une disparition de ces vieilles coutumes parfois. Donc, il y a beaucoup de lois locales qu'on ne connaît absolument pas, parce qu'on n'en a aucune trace. Alors qu'en Grèce, comme il y avait une belle pratique de l'écrit, on connaît le fonctionnement de Sparte, on connaît le fonctionnement d'Athènes et de tout un tas d'autres cités. Quand on se retrouve en situation, du coup, quand on a un pérégrin, c'est-à-dire un non-romain, mais soumis quand même à l'autorité romaine, qui se retrouve au tribunal, soit parce qu'il accuse quelqu'un, soit parce qu'il se défend, comment ça se passe? Et du coup, la question est compliquée, parce que comment ça se passe quand il est chez lui, et comment ça se passe quand il est dans une province romaine où il est un étranger chez les Romains? Alors, il sera toujours un étranger chez les Romains, parce que s'il est pérégrin, c'est qu'il est dans l'Empire romain. Donc les échelons, c'est sa cité, la province et Rome qui est au-dessous. Ouais. Donc si un Athénien a un problème qui peut être résolu à l'échelle locale, il va être jugé à Athènes,
pas de problème, pas Athéniens d'intervention. jugés par des Athéniens, c'est sa loi locale qui s'applique, il n'y a pas de C'est débat. ça. Si il a tué une demi-douzaine d'individus, donc peut-être potentiellement il y a une mise à mort à prononcer, on va déférer l'affaire devant le gouverneur. Et donc c'est le gouverneur qui va instruire l'affaire. Selon les affaires, les cas, etc., le gouverneur peut choisir d'appliquer la loi romaine ou d'appliquer les lois locales. Et on remarque qu'on a des traces, notamment en Espagne, de gouverneurs qui justement délèguent des jugements en disant, bah voilà, dans cette affaire, vous pouvez appliquer le droit local. Dans ce genre de relations juridiques, est-ce qu'on sait quels étaient les éléments qui permettaient au gouverneur de plutôt décider d'appliquer le droit local ou le droit romain? Alors non, c'était à sa discrétion. D'accord, c'est Ouais, complètement subjectif, c'est c'est lui ça. qui décide Enfin, tout seul. subjectif, il devait quand même choisir d'après des éléments concrets, mais ce qu'on sait, en tout cas, à partir de l'Empire, on a des traces de gouverneurs qui reçoivent des milliers de sollicitations par jour, en fait. Donc, lorsqu'on reçoit 1000 pétitions dans la journée, il est sûr que la journée ne faisant que 24 heures, même si on est gouverneur, on ne peut pas tout juger. Donc, il y a une pratique de délégation qui se met en place. Le gouverneur ne juge pas lui-même toutes les affaires. Donc, il devait y avoir des éléments dans l'affaire qui lui permettaient de décider si on appliquait le droit romain ou pas. Après, ça dépendait en fait de chaque affaire. Il n'y avait pas un code qui disait dans ce cas-là, tu utiliseras le droit romain, dans ce cas-là, tu utiliseras D'accord. le droit local. Non. Et donc la réponse, on va dire en cas de saturation des demandes, Mhm. c'était pas de développer une espèce d'administration juridique romaine auprès du gouverneur, c'était plutôt de déterminer les cas de maximiser la délégation et de donner des consignes aux autorités locales pour qu'ils interprètent cette délégation dans le sens décidé par le gouverneur. En fait, le pouvoir de juger, c'est un pouvoir qu'on pourrait appeler un peu régalien. Oui. Donc Rome le donne à certains individus très limités et précis. C'est-à-dire qu'à Rome, ça va être les magistrats supérieurs, donc ce qu'on appelle les préteurs ou les consuls, l'empereur ou parfois le Sénat. Donc déjà, c'est très limité. Dans les provinces, on ne va pas confier le droit de juger même à des notables, mais qui sont conquis depuis 20 ans. Trop de risques. Donc, on y envoie le gouverneur. Parfois, dans certaines provinces, on a les traces de ce qu'on appelle un légat juridique, donc un individu qui était chargé d'épauler le gouverneur dans l'administration judiciaire. Mais ça fait quand même qu'une personne en plus. Donc, il y a vraiment une volonté de limiter le nombre d'individus, en tout cas, qui détiennent cette prérogative très importante, parce que finalement, elle détermine aussi la stabilité de la province. Donc, on ne la confie qu'à des individus de confiance. La seule chose qu'il était possible de faire pour le gouverneur après, c'était justement de déléguer les cas, de les confier à d'autres, ou de refuser aussi certaines affaires. Parce que parfois, ce qu'on observe, c'est que certains individus avaient tendance à aller chercher l'avis du gouverneur, alors qu'ils venaient d'être jugés à l'échelle locale, mais juste parce que leur jugement ne leur plaisait pas. Donc il y a aussi beaucoup de... On va chercher le gouverneur de façon un peu abusive aussi parfois. La justice romaine, en fait, elle est complètement parasitée par le nombre de sollicitations, et les procès pouvaient prendre parfois des mois. Le gouverneur, il faisait le tour de sa province pour pouvoir aller juger à différents endroits et se rendre accessible pour ses administrés. Et on remarque parfois qu'il y a des individus qui le suivent plusieurs semaines, parce que leur affaire n'est toujours pas jugée, parce qu'il y a trop de sollicitations. D'accord. Donc l'engorgement des tribunaux n'est pas un phénomène contemporain. C'est ce que j'allais dire, alors que Il chez nous ça existe se passe très aussi. bien, ça n'existe Voilà. pas. C'est Il réglé, existe quoi. aussi à Rome. Il y a cette, alors, qui est peut-être une image d'Épinal, cette idée que l'Empire romain, en tout cas sur la période impériale, sur la fin, a vraiment développé une énorme administration et que c'était une grosse machine. Ça se retrouve pas nécessairement dans le monde juridique. On a des administrateurs pour l'impôt, pour l'administration des provinces, pour l'armée. Donc en fait, il y a beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui des fonctionnaires, finalement. Oui. Mais on n'a pas de construction judiciaire, en tout cas sous le Haut-Empire. Donc au début de la période impériale, on n'a pas de construction judiciaire parallèle, en fait, qui permettrait de fluidifier ces demandes. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, vraiment, le pouvoir de juger, c'est un pouvoir qui est très puissant et qu'on ne veut pas confier à d'autres. Ce qui fait que même le gouverneur, quand il délègue des affaires, il ne délègue que des affaires mineures. Parce qu'il ne peut pas déléguer le droit de mettre à mort, par exemple. Je sais pas, il n'y a pas de tribunaux au sens contemporain du terme, avec des cours de justice qui permettraient justement de fluidifier. Sans parler même de ça, moi j'imaginais simplement avoir une équipe d'édiles, de scribes, enfin juste de personnes qui pourraient, entre guillemets, alors évidemment c'est un anachronisme, mais instruire le dossier, prémâcher le travail du gouverneur au maximum pour que justement il ait moins besoin de déléguer puisqu'on lui a préparé le travail en fait. Alors c'est le cas, il a bien sûr des appariteurs, il ne vient pas tout seul dans sa province, donc il a beaucoup de scribes, il y a aussi des membres qui sont chargés des archives du gouverneur, donc il a aussi beaucoup d'appariteurs qui vont filtrer les demandes aussi.
pour débouter toutes les demandes abusives, finalement, qu'elle n'arrive pas devant son tribunal. Celui qui essaie de casser son jugement local, par exemple. Par exemple. Donc il y a tout un tas de filtrage qui va être quand même effectué en amont, avant que ça arrive devant son tribunal. Néanmoins, il y a quand même trop de sollicitations. La principale activité d'un gouverneur était quand même de rendre la justice toute la journée. En fait, il siégeait et il voyait passer des gens. Mais quand on arrive devant le gouverneur, son affaire est déjà prête. C'est-à-dire qu'on a déjà ses témoins, on a déjà ses témoignages écrits si besoin. C'était souvent oral, mais on arrive, on est prêt en fait. Parfois, on peut avoir besoin de plus d'enquêtes. Donc le gouverneur, si par exemple il y a un problème de territoire, voilà, ma primatère, elle est à moi, il pouvait déléguer, envoyer quelqu'un sur place qui allait être chargé d'inspecter les lieux. Parfois, il allait dire à cet individu, c'est toi qui vas juger. Mais parfois, il attendait le retour de l'enquête pour pouvoir prononcer sa sentence. Donc parfois, il y avait quand même des ajournements. Mais il semble que de façon plutôt globale, il rendait en effet un jugement quand l'affaire était simple, de façon assez rapide. Donc notre gouverneur, on a vu qu'il était capable de rendre la justice, il est même itinérant quand il le fait pour être au contact de la population. Est-ce qu'il a aussi possibilité de créer du droit ? C'est un magistrat, donc en tant que tel, il a le pouvoir qu'on appelle l'imperium, qui lui permet de créer du droit, de la même façon que les préteurs ou que l'empereur à Rome. Ces magistrats qui avaient le pouvoir de justice, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à leur entrée en fonction, ils émettaient ce qu'on appelle un édit, qui était un texte dans lequel ils précisaient toutes les affaires, les types d'affaires qu'ils pourraient entendre et les jugements qui seraient rendus, la façon dont ils les jugeraient. Donc c'était pas exhaustif, ils ne pouvaient pas faire des affaires sur tout, mais sur les principaux problèmes qui leur étaient portés, ils pouvaient préciser, si vous avez un problème territorial, ce sera résolu selon telle loi, selon tel principe. Donc ça, en fait, au fur et à mesure, ces édits, émis par le préteur puis le gouverneur, vont en fait créer de la loi, de la même façon que les jugements qui peuvent être rendus peuvent aussi faire précédent et créer des lois, notamment les jugements de l'empereur, qui vont avoir force de loi. Donc il y a toute une partie du droit qui n'est pas émis et voté, mais qui va être un droit de la pratique, qui va être formé au fur et à mesure que les situations se présentent par les magistrats eux-mêmes chargés de ce pouvoir de justice. Et donc du coup, on peut revenir sur nos pérégrins, puisque maintenant on sait comment ça se passe chez eux. Ça se passe comment quand ils sont à Rome ? Il y a globalement 4 types de magistrats principaux à Rome. Ceux qui sont chargés des finances, ceux qui sont chargés de l'entretien de la cité, des bâtiments, des fêtes, ceux qui sont chargés de la justice, et ceux qui vont être chargés sous la République, des guerres, de la vie politique, les consuls, bref, beaucoup trop de prérogatives pour en parler maintenant. Ceux qui sont chargés de la justice, c'est ce qu'on appelle les préteurs. Et donc très rapidement, comme Rome s'étend, qu'elle a de plus en plus d'étrangers qui même vivent à Rome, elle a un préteur pour les affaires entre citoyens romains, et elle a un préteur qui s'appelle pérégrin, qui est lui chargé uniquement des conflits entre citoyens romains et pérégrins. Donc qui va justement être chargé de déterminer quel est le droit qui s'applique et de juger ces affaires en particulier, parce qu'elles sont plus complexes que les autres, ou du moins différentes à administrer. Et ça peut arriver que le préteur pérégrin dise que dans ce cas particulier, désolé Janus Patricus Marius, mais dans ce cas-là, on va appliquer le droit du pérégrin, ou est-ce que c'est toujours la loi romaine qui va donner raison au pérégrin face aux Romains ? Il n'y a jamais mobilisation de la loi du pérégrin parce qu'il serait dans son droit, par exemple. Il pouvait être nécessaire aussi d'avoir recours à la loi locale, mais ça dépend, par exemple, dans le cadre d'un contrat qui aurait peut-être été formé selon des règles locales qui ont été reconnues par le citoyen romain. Dans ce cas-là, le citoyen, il a signé, il a reconnu, donc il n'a pas à mobiliser le droit de Rome. Donc son statut romain lui permet pas, par exemple, de briser un contrat parce que je l'ai signé sous la loi athénienne, mais en fait ça m'arrange plus, donc je préférerais que ce soit rétroactivement la loi romaine. Il n'y aurait pas intérêt à faire ça pour les Romains, parce que ce serait aussi rompre une sorte de paix qu'ils ont avec les Athéniens. Si les Athéniens ne se sentent pas représentés à Rome, c'est une défiance qui se met en place, c'est compliqué. Donc non, il n'y a pas d'intérêt pour ça. Et puis même le citoyen romain, on évoquait tout à l'heure le mos maiorum, donc la réputation, la fama. S'il a la réputation de ne pas respecter ses engagements avec les non-romains, même vis-à-vis des autres romains, il ne va peut-être pas être bien vu non plus. Par contre, les citoyens avaient plus de droits, c'est-à-dire que quand ils vivaient dans les provinces, ils pouvaient demander, imaginons, tu es citoyen romain, tu vis à Vienne ou dans la province de Marcilla, donc à Marseille, Gaule-Narbonnaise, et tu dois être jugé parce que tu as eu un problème à l'échelle locale avec, des pérégrins. Tu peux demander à ne pas être jugé à l'échelle locale, mais à être jugé à Rome ou à être jugé par un magistrat romain. C'est comme ça que, il me semble, l'apôtre Paul a demandé à se faire juger à Rome pour...
Oui, puisqu'il était romain. Parce qu'il était romain, il était citoyen, ouais. Bon, après, tout ça explose en 212 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur décide que tous les habitants libres deviennent citoyens. C'est l'édit de Là, Caracalla. voilà, c'est ça. Donc là, on a la perte de ce privilège, notamment, entre autres. Mais jusqu'à cette période, en effet, les citoyens romains jouissaient de plus grands privilèges d'un point de vue du droit. Est-ce qu'on sait si justement cette décision de donner la citoyenneté à tout le monde a facilité, avec les guillemets, la romanisation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que doucement il y a eu une adoption, une hybridation du droit romain avec le droit local. Est-ce qu'on sait si ça a accéléré le processus finalement? Donc ce qui se passe lorsque Caracalla donne la citoyenneté, ce qu'on observe, c'est que toutes les cités ne deviennent pas des cités romaines. C'est-à-dire qu'il y a encore le droit local qui existe. Juste, les citoyens deviennent aussi citoyens romains, ce qui fait notamment qu'ils doivent payer un impôt sur les héritages, etc. Donc ils sont soumis à tout un tas d'impositions qui étaient réservées aux citoyens romains et ils obtiennent aussi des droits en théorie politique. En théorie, ils peuvent venir à Rome pour voter. Mais bon, quand on habite la Lusitanie, qui est le fin fond du Portugal actuel, on ne va pas se déplacer pendant 6 mois pour aller voter pour le consul de Rome. Donc en théorie, ils obtiennent des droits de citoyens romains. Mais en pratique, à l'échelle locale, on n'a pas un basculement. C'est-à-dire qu'on n'a pas un changement de toutes les lois locales d'un coup. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un petit peu, c'est quoi l'indépendance légale et juridique des femmes dans le monde romain? Comme dans beaucoup de sociétés, même d'ailleurs actuellement, les sociétés antiques consacrent une sorte d'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme, qui fait que, d'un point de vue du droit, elle n'a pas du tout les mêmes droits. Donc typiquement, une femme ne pourra jamais entamer de carrière politique, ne pourra jamais être complètement indépendante, ne pourra jamais avoir l'autorité sur sa famille. Donc, d'un point de vue juridique, elle est soumise à tout un tas de limitations. Notamment, le premier empereur, Auguste, va faire toute une série de lois sur l'adultère pour justement encadrer un peu le comportement des femmes et limiter ce qu'il appelle, lui, des dérives qui pourraient remettre en question l'identité des petits êtres qu'elles portent et qui deviendront citoyens romains. Donc déjà, elles sont sujets du droit. Ce qui est compliqué, c'est que les sources, elles sont écrites par des hommes qui nous parlent des femmes. Donc, si on prend les sources écrites, on pourrait avoir cette image de toute façon, les femmes sont des mineurs, donc elles sont dépendantes des hommes, elles n'ont aucune autonomie. La réalité est beaucoup plus complexe, et ça, on le voit notamment grâce à des sources comme l'épigraphie, ces fameuses inscriptions. On voit que les femmes sont de très grandes donatrices, et on voit aussi que les femmes sont impliquées dans des procès, qu'elles en provoquent, donc elles sont accusatrices, et que parfois elles se défendent dans des procès. Malgré cette minorité, elles ont des droits et elles possèdent du patrimoine, donc elles peuvent défendre aussi. Néanmoins, selon leur statut social, possibilité d'action, si je peux dire, leur patrimoine, etc., elles ont plus ou moins la possibilité de se défendre. Pour te donner un exemple très concret, au IIIe siècle, en Égypte, on a une trace d'une demande d'une femme qui va solliciter le préfet d'Égypte, donc qui est le gouverneur de l'Égypte, pour lui demander de pouvoir se défendre dans un procès sans faire appel à un tuteur. Ça nous permet de savoir que dans les procès, parfois les femmes elles étaient représentées par des hommes, donc elles ne pouvaient pas forcément se défendre elles-mêmes, qu'elles devaient passer par le truchement d'un homme. Mais puisqu'il y a cette demande, qui d'ailleurs il me semble est répondue par la positive, ou du moins on lui dit qu'on va l'étudier, puisqu'il y a cette demande, il semblerait que les femmes puissent aussi ester en justice, c'est-à-dire se défendre elles-mêmes. Donc elles ont une liberté d'action plus grande que ce qu'on pensait. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de procès qui impliquent des femmes, qui impliquent des terres qui appartiennent à des femmes, donc elles sont mentionnées telles quelles. Donc finalement, malgré cette infériorité, il semble qu'elles aient pu faire quand même leur place et parfois avoir un impact dans la loi, dans le droit, pouvoir s'en servir pour défendre leurs propres intérêts. Même si, globalement, elles sont quand même sous la domination des hommes, d'un père, d'un mari ou parfois d'un fils quand elles sont veuves. Donc ça dépend de leur possibilité d'action, de leur richesse et de leur statut. Il me semble aussi qu'on a eu des situations dans lesquelles les femmes romaines ont directement influencé le Sénat, les comices, bref le législateur, pour amender, voire faire annuler certaines lois. Et je pense notamment aux lois somptuaires, donc qui étaient celles qui touchaient, on va dire, au côté chatoyant de leurs atours, c'est-à-dire les vêtements qu'elles pouvaient porter, les bijoux qu'elles pouvaient afficher, etc. Ah oui, les lois somptuaires, c'est des lois sur la façon de s'exhiber. Donc, est-ce qu'on peut porter des bijoux en public, quelle quantité? Et il y a des périodes plus ou moins d'austérité où on va demander aux femmes de limiter en fait, les atours en effet, qu'elles portent pour avoir une conduite un peu plus prude, on va dire. Ça fait partie de l'influence qu'elle pouvait avoir un peu dans le privé. On verra jamais une femme se présenter devant le Sénat pour parler.
On verra jamais une femme se présenter devant le peuple et les assemblées du peuple pour parler. Parce que ça, c'est du domaine du public, c'est-à-dire la capacité d'un magistrat, d'un citoyen à participer à la vie politique. Il y a même tout un tas de professions qui leur sont interdites parce que c'est des professions dans lesquelles on exerce une forme de pouvoir sur la société et donc on estime qu'elles sont impropres à l'exercer. Donc ça, c'est réservé aux hommes. Néanmoins, les femmes, elles sont mères, elles sont justement femmes d'eux, donc mariées à. Et donc il est sûr que dans la sphère privée, elles avaient de l'influence parfois sur leur mari ou qu'elles pouvaient justement avoir un poids plus ou moins direct sur leur mari. Néanmoins, ça reste une forme d'influence qui s'exerce dans le domaine du privé, mais qui peut en effet avoir des conséquences directes sur des lois qui sont promues ou sur des lois qui vont être abrogées. En matière de justice, du coup, on a différents champs, droit privé, constitutionnel, c'est-à-dire comment fonctionnent les institutions de Rome, mais il y a aussi un droit militaire, il y a un droit commercial. Quels sont finalement les différents champs du droit qui sont bien identifiés par les Romains et dans lesquels il part du principe qu'il faut une législation bien déterminée? Il y a 2 grandes catégories du droit romain. La première, c'est le privé ou civil, et la seconde, c'est le pénal. Il n'y a pas de justice administrative, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, et les questions religieuses appartiennent aux prêtres, aux dieux, etc. Et ces 2 champs sont administrés par les mêmes personnes, finalement, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de juge pour les affaires privées et de juge pour les affaires criminelles. C'est le gouverneur qui juge tout type d'affaires, ou à Rome, le préteur qui juge tout type d'affaires. Tout ce qui est civil, ça va prendre en compte les questions de commerce, ça va prendre en compte les questions de contrat, de testament, de mariage, de propriété privée, etc. Et le criminel, ça va prendre en compte tout ce qui relève du pénal, donc les questions de meurtre et autres, qui vont être jugées par les mêmes personnes, mais juste vont pas donner lieu aux mêmes condamnations ou aux mêmes règles de droit. Et ce qu'on appellerait aujourd'hui la justice administrative, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'un citoyen peut avoir vis-à-vis, aujourd'hui, de l'État, de telle ou telle administration qui lui aurait causé du tort ou qui aurait pas rempli sa mission dans un contexte X ou Y. À l'époque, ça doit nécessairement exister. Il y a forcément des citoyens romains qui, à un moment, ont estimé que l'édile avait perçu trop d'impôts, qu'il y avait peut-être un prêteur qui avait rendu un jugement orienté, etc. Ce genre de situation, les Romains les traitent comment ? Alors, il y a très peu de... On dit que l'administration est très étendue, mais finalement, elle est très étendue pour gérer l'empire, c'est-à-dire que les citoyens ont très peu d'échanges directs avec ces membres de l'administration. Si tu habites, je sais pas, en Syrie, tu vas surtout avoir des échanges avec tes magistrats à toi, tes habitants locaux. Tu vas très très peu avoir de contact avec l'administration romaine. Donc les 2 types en fait de contacts, c'est ceux que tu as évoqués, c'est la question de l'impôt, la fiscalité, et la question des mauvais jugements rendus ou du moins la volonté de faire appel. L'appel, c'est très simple. On fait toujours appel vers la juridiction supérieure. Donc, si on a eu un problème à l'échelle locale, la juridiction supérieure, c'est le gouverneur. Si on a eu un problème avec le gouverneur, la juridiction supérieure, c'est Rome. Et l'empereur étant la juridiction finale, le boss final. Donc voilà, ça c'est très simple. Ça va être réglé selon les mêmes lois, les mêmes règles. La fiscalité, ça rentre dans le domaine du civil. D'accord. C'est-à-dire que si on a un problème avec la quantité d'impôts, il faut voir quelle est la taille de ta terre pour vérifier qu'on a pris... On avait la bonne taille de ta terre, donc on a calculé le bon montant de l'impôt. S'il y a un trop perçu, tu vas avoir le droit à un remboursement. Donc les juristes ont réfléchi aux situations dans lesquelles on peut porter plainte contre un percepteur, aux situations dans lesquelles les percepteurs pouvaient être fautifs. S'ils viennent par exemple prélever ton argent avec des bâtons et te taper, par exemple, ce n'est pas normal. Donc en fait, toutes ces situations... Oui, la question de la légitime défense du... Exactement. Donc toutes ces situations sont réfléchies. Et justement, les lois sur la violence... Là, ça a du ressort du criminel. Donc si tu as prélevé l'impôt en faisant preuve d'une extrême violence, on va passer dans la justice criminelle. Si tu as prélevé trop d'impôts, justice, on reste dans le civil. On reste dans le civil. Donc on va juste recalculer le montant, etc. Bon, après, il faut que ce soit un gros montant pour que ça donne un intérêt au procès. Autrement, ce sera jugé à l'échelle locale. Mais même dans le prélèvement de l'impôt, tu as très peu d'interaction avec Rome. Parce que l'impôt, il est avant tout prélevé par ta cité, qui va aller le reverser auprès du gouverneur ou du procurateur, du magistrat spécial qui est en charge de l'impôt, qui va lui-même parfois le ramener à Rome. Donc toi, en tant que paysan local, si tu as un problème avec le prélèvement de l'impôt, c'est avant tout auprès de ta cité que tu vas te plaindre. D'accord. Et seulement en dernier recours, si tu n'arrives pas à avoir gain de cause, tu peux invoquer le procurateur. Mais en fait, ça coûte cher, parce qu'il faut se déplacer jusqu'au procurateur, il faut avoir les moyens d'arrêter de travailler pour faire ça, il faut avoir les moyens de se payer une défense. Parce que quand tu es cultivateur, tu n'es pas forcément lettré, donc tu ne vas pas te présenter devant le procurateur. Tu ne connais pas le fonctionnement du système, donc tu ne sais pas comment te placer dedans. Donc en fait, souvent, tu te tais, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup d'injustices dans l'Antiquité qui ne sont pas résolues.
Et pareil, si tu t'es fait voler un bijou, bah, tu ne sais pas qui est le voleur, tu peux pas porter plainte contre X, ça n'existe pas. Oui, oui, oui. Donc en fait, il y a beaucoup d'injustices locales du quotidien qui juste restent impunies parce qu'on n'a pas de personnes à accuser ou juste on n'a pas les moyens de porter plainte. Et dans ce cas-là, on se tourne vers les dieux. Il y a peut-être un cas de justice très spécifique qu'on peut évoquer rapidement. C'est le cas de la justice militaire, puisque par définition, quand il est sous les bannières, le citoyen n'est plus forcément un citoyen de plein exercice, il est soumis à une autorité très spécifique qui est celle du commandement militaire. Comment ça se passe à Rome, dans ce champ très précis, qui est celui du droit en guerre? Alors, c'est pas le domaine sur lequel je suis le plus armée. Il n'y a pas de droit militaire qui serait équivalent à un droit civil, c'est-à-dire sur lequel on aurait écrit, qu'on aurait formaté, entre guillemets, sur lequel les juristes auraient réfléchi. Mais en effet, il y a des règles au sein de l'armée, notamment l'interdiction de désertion, etc., et les punitions qui pouvaient s'exercer dans ce cadre. Mais en fait, toute justice militaire est exercée par les officiers. Au sein de l'armée, tu as toute une hiérarchie d'officiers. Selon la gravité de l'affaire ou selon l'endroit où ça se passe, c'est soit délégué à ton officier direct, qui souvent est ton centurion, soit ça peut aller jusqu'au tribun ou jusqu'au légat de la Légion, mais là pour des cas extrêmement graves. Pour Rome, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller devant un tribunal, tu ne vas pas être jugé, tu vas avoir une décision qui va être prise directement par ton officier, mais qui ne va pas donner lieu à toute une procédure avec un avocat, etc. Et donc il n'y a pas de... Enfin, on ne connaît pas particulièrement de cas où, par exemple, des plaintes qui sont portées parce que une légion a traversé telle région et qu'ils ont, ils ont mis le bazar ou... c'est pas grave. Ok. Non. Parce que ça existe aujourd'hui. Si aujourd'hui, par exemple, tu as, je sais pas, un régiment d'artillerie qui s'entraîne et puis, oups, il y a un obus qui tombe sur la grange du père Michel, bon, bah, le père Michel, il va au tribunal et le père Michel, on va lui donner gain de cause parce que les obus, normalement, ça tombe pas sur les granges. Non. À l'époque, déjà, il n'y a pas les obus, donc ça limite certains problèmes. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, quand c'est la guerre, en fait, tu déménages, parce que de toute façon, ton territoire va être pillé, va être... Oui, mais là, je parle juste d'une légion qui traverserait une zone pour aller se rendre... elle traverse. Ok, donc, mais après, souvent, il y a des voies romaines quand même dans l'Empire. Donc, elle traverse par la route. Donc, elle évite de traverser ton champ. Normalement, c'est plutôt bien fait. Après, si jamais la Légion a besoin de se nourrir et qu'elle prend tout ton bétail, c'est comme ça. Elle a besoin de se nourrir, c'est un besoin de guerre. Si la situation exige en fait qu'il y ait des levées soit de fonds, soit de provisions. Il n'y aurait pas de possibilité, je sais pas, de pétition au gouverneur pour demander... Non. J'en sais rien, je te pose la question. Mais parce que la Légion est là pour te protéger de l'envahisseur. Donc peut-être que tu préfères qu'elle te prenne ton bétail et rester en vie une fois qu'elle aura vaincu l'ennemi. Ou alors si elle n'est pas assez nourrie et que l'ennemi arrive, tu risques de mourir et ta femme et tes filles se faire violer. Donc peut-être que juste tu ravales ta colère et tu laisses faire. Après, ça a pu être des motifs de révolte aussi. Par exemple, je sais qu'au début de l'Empire, lors de la conquête de certains territoires, notamment en Germanie, les levées d'impôts étaient tellement mal vécues que ça a pu être des enjeux de révolte. Donc il faut quand même que le légat de la Légion ou même le gouverneur, quand il est légat, équilibre un peu les perceptions pour éviter qu'en plus de la guerre extérieure, il ait à faire face à une rébellion en fait. Mais en tout cas, à ma connaissance... Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de cadre juridique spécifique pour gérer ce genre de situation. Non. Les plaintes contre les gouverneurs existent, contre les légats peuvent exister, mais c'est surtout sur des questions de prise illégale d'argent. Ou c'est ce qu'on appelle la loi de Repetundis, c'est-à-dire il existe une loi qui punit les magistrats qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur pouvoir. Donc souvent, c'est pour prendre trop d'argent sur les contribuables. Et dans ce cas-là, c'est très particulier. Il faut attendre que le magistrat ait fini son mandat. La Cour de justice, c'est forcément le Sénat sous l'Empire, donc il faut aller à Rome. Donc souvent, ce qu'on observe, c'est soit une ou plusieurs cités qui, d'un commun accord, décident de porter une plainte en justice et qui soit font appel à des Romains déjà sur place, c'est-à-dire des gens avec qui elles ont des contacts, qui sont souvent leurs protecteurs, leurs patrons, à qui elles vont demander de les défendre, soit délèguent des gens à l'échelle locale pour aller porter la plainte. Et dans ce cas-là, c'est de très gros procès qui sont menés en présence de l'empereur et du Sénat et qui donnent lieu à beaucoup de bruit. Mais par rapport au nombre d'administrateurs de l'Empire et à la durée de l'Empire, ça reste quelque chose qui existe. Il y en a eu plusieurs qui ont laissé beaucoup de traces, mais il n'y en a pas tant que ça finalement, je trouve, par rapport au nombre d'individus qui ont dû vraisemblablement mal se comporter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le chambardement qu'amènent nos amis les premiers chrétiens? Bizarrement, c'est
pas un si grand chambardement. C'est-à-dire qu'avant de travailler, j'ai un peu travaillé sur ce sujet pendant mon master et je m'attendais à quelque chose de très différent de ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que j'avais dans l'idée qu'on attaquait les chrétiens, on les persécutait en fait pour leur religion. Et il apparaît qu'au début, en tout cas de l'apparition du christianisme, c'est pas vraiment leur religion qui leur est reprochée. Les Romains sont très tolérants vis-à-vis des religions. Ils n'ont pas de problème. Ils rajoutent des dieux à leur panthéon, ils acceptent le judaïsme. Mais le christianisme au début était considéré comme une secte juive parmi les autres parce qu'il y en C'est avait ça. plein qui existaient à ce moment-là. Exactement. Et le problème qui va apparaître, c'est que ces chrétiens, ils refusent de rendre hommage à l'empereur. Ça, c'est quelque chose de particulier qu'on appelle le culte impérial, c'est-à-dire que la personne de l'empereur, qui n'est pas considérée comme un dieu, en tout cas sous le Haut-Empire, fait l'objet quand même d'un culte. Donc on lui rend hommage à son anniversaire, le jour de son entrée en fonction, il a souvent un temple où sa famille, la famille impériale, va avoir un temple. Et parfois, les anciens empereurs peuvent être divinisés. Donc là, devenir des sortes de dieux, mineurs, mais des dieux quand même. Et ce qu'on observe, c'est que les chrétiens, eux, refusent de rendre hommage aux empereurs. Et ça, en fait, c'est analysé comme une forme de révolte, comme un crime de lèse-majesté. Et ce qu'on observe dans les premières persécutions, c'est que parfois, lorsque les gouverneurs en fait sont des gens de bonne foi, ils offrent un échappatoire aux condamnés. Ils leur disent, voilà, il vous suffit de brûler de l'encens devant le portrait de l'empereur et c'est bon, vous n'êtes plus inquiétés. Et c'est les chrétiens qui vont rester dans leur foi en disant non, il n'existe qu'un seul Dieu, rendre hommage, ce serait en reconnaître un autre d'une certaine façon. Donc en fait, au départ, ils ne sont pas accusés d'être chrétiens. Ils sont accusés de ne pas respecter l'ordre politique et social de l'Empire. Par la suite, les persécutions plus tardives, au contraire, vont s'attaquer directement au christianisme. Ce rapport des premiers chrétiens avec l'autorité impériale, on en avait parlé avec Marc Multo dans un autre entretien, je vous mets le lien en description. Donc cette justice, on a évoqué le fait qu'il y avait des avocats, qu'il y avait des juristes, donc des spécialistes du droit, mais il y a aussi des lieux de justice, l'endroit où tout ce personnel juridique ou ces participants aux affaires, même les accusés et les défenseurs, se réunissent pour que l'affaire soit jugée, traitée. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tout à l'heure, on évoquait un gouverneur qui pouvait être un petit peu itinérant, on a évoqué certaines affaires qui peuvent être jugées directement devant le Sénat. Quels sont les autres lieux de justice du monde romain? C'est bien d'avoir parlé des lieux avec un S ou un X pour lieu, parce qu'en effet, ils sont très très pluriels. Il n'y a pas de tribunaux au sens contemporain du terme. C'est-à-dire qu'au sein de la cité, on ne va pas avoir un seul bâtiment dans lequel la seule activité, ce sera la justice. Ça n'existe pas. Parce que l'activité de justice, elle est incarnée par un homme. Donc, où que soit cet individu, il peut rendre la justice. C'est-à-dire que s'il se trouve dans un champ ou s'il se trouve dans un palais, il peut la rendre de la même façon et ses décisions judiciaires auront le même poids. Souvent, on remarque que la justice, elle va être rendue sur les forums, donc dans le centre de la cité, parfois dans des amphithéâtres si c'est un gros procès qui fait beaucoup de bruit, et parfois en fait ça va être rendu dans la maison du gouverneur. Et on va avoir dans des textes des critiques de certains gouverneurs qui vont justement rendre la justice dans les champs ou n'importe où, parce qu'il y a quand même une bonne justice, donc la justice qu'on rend de jour. Rendre la justice la nuit, c'est mal vu, la nuit c'est l'endroit du secret, c'est l'endroit des complots, donc on évite de faire les activités publiques la nuit. Donc on évite de se mettre à huis clos parce que ça montrerait qu'il y a quelque chose à cacher, que la justice ne va pas être bien rendue. Il y a aussi des temps de justice, c'est-à-dire on évite de faire ce genre d'activité les jours fériés, les jours de fête. Mais autrement, tu peux avoir un procès qui va être jugé dans ton champ pour délimiter ta ligne, ou alors dans une basilique entre 4 colonnes, quoi. Ce qui est drôle, c'est que dans les récits de certains procès, on a justement des interventions de la foule qui crient, d'ailleurs dans celle des martyrs chrétiens. Ouais. On a de la foule qui parfois injurie certains martyrs ou au contraire prie pour eux. Donc on voit que c'est vraiment une activité qui est avant tout faite devant le peuple. Parce que c'est une activité qui doit permettre justement de garantir une paix sociale, de s'assurer. Oui, ça concerne tout le monde finalement. Exactement. Ça concerne la survie du corps social et sa cohérence. Donc elle est éminemment publique. Et à Rome, l'accusé ou l'accusateur, en général, se donne rendez-vous avant le procès ou avant d'aller voir le magistrat, dans un lieu public, pour débattre de leur affaire. Parce que l'idéal, c'est de trouver un accord avant d'avoir à aller devant le magistrat. Et ça va être justement autour de ce forum qu'on va trouver des juristes qui vont tenir leur petite permanence, qu'on peut aller voir pour prendre une décision, pour établir un acte. Donc voilà, idéalement, on évite d'aller devant le magistrat parce que ça va être long et coûteux. Et justement, on essaye de régler ces affaires sans avoir à faire appel à l'autorité.
Donc on a évoqué au début de l'entretien le fait que pendant longtemps, le clergé pouvait avoir une certaine influence sur les jugements, en tout cas que la religion jouait une grosse place dans le processus judiciaire. Est-ce qu'il y a des moments où le personnel judiciaire, les prêteurs, les gouverneurs, l'empereur peut-être lui-même, à partir du moment où il y a un empereur, estiment qu'ils ne sont pas compétents ou qu'ils ne peuvent pas trancher un jugement et délèguent soit à un pontife, donc qui est un grand prêtre, soit au dieu directement d'une façon ou d'une autre à travers un rituel? Est-ce que ce genre de délégation, non pas à une autre personne pour décharger le flux, mais à une entité supérieure pour se débarrasser d'une responsabilité personnelle, existe? Alors oui, on peut faire appel aux dieux. C'est d'ailleurs une pratique extrêmement courante de la part du peuple, c'est-à-dire tous les individus qui vont pas forcément pouvoir ester en justice, c'est-à-dire pouvoir porter leur affaire devant le magistrat. Donc, typiquement, tu t'es fait voler ta tunique à la sortie des bains, tu te retrouves tout nu. Tu t'es fait voler ton anneau en or, ta chèvre est tombée malade, est morte, et tu t'es sûr que c'est ton voisin, mais t'as aucune preuve. Pour toutes ces petites affaires du quotidien qui passeront jamais en justice, parce que t'as pas les moyens, t'as pas de preuves, et ça n'intéressera jamais un magistrat, et ben en fait, c'est les dieux qui sont l'autorité, ou du moins les interlocuteurs privilégiés des hommes. Et en fait, on a retrouvé plusieurs sanctuaires ou plusieurs temples dans lesquels on a ce qu'on appelle des défictions, c'est-à-dire des toutes petites tablettes, souvent en plomb, sur lesquelles les individus font appel aux dieux, en disant bah voilà, on m'a piqué ma tunique à la sortie des bains, je souhaite que tu brûles les entrailles de l'homme qui a fait ça. Alors oui, en général, c'est on souhaite des choses très 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 négatives à l'individu qui nous a floués, mais en fait, on demande aux dieux d'effectuer la justice à la place des hommes. En fait, on pense que s'il y a autant de défictions, donc de plaintes aux dieux, c'est que ça devait fonctionner. C'est que parfois, peut-être que dans le temple, on ramenait l'anneau en or ou on ramenait la tunique, de peur justement d'être puni par les dieux. Donc si jamais les gens qui nous regardent veulent pratiquer un peu la justice romaine, un petit peu, il me semble que tu as travaillé avec des développeurs pour faire un petit jeu vidéo qui s'appelle Ex Decreto et qui permet de porter un peu les sandales d'un citoyen romain épris de justice. En effet, l'une des frustrations un peu que j'avais dans mon travail de thèse, c'était que ma famille ne comprenait pas ce que je faisais. Donc, dans les moyens de diffuser ces connaissances, j'ai eu l'occasion de faire une game jam. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de marathon de 2 ou 3 jours où on est avec des développeurs, des graphistes et on crée un jeu vidéo. Et donc, on a créé un jeu vidéo sur mon sujet de thèse. Forcément, il ne peut pas y avoir toute la justice romaine dans un seul jeu vidéo. Je suis heureux aussi de dire qu'il n'y aura pas toute la justice romaine dans cette vidéo non plus. Non, il a fallu qu'on clairement choisisse. pas. Clairement pas. Puis c'est un sujet tellement complexe qu'on ne peut pas en parler de façon si succincte. Mais oui, donc a été créé Ex Decreto, qui est un petit jeu vidéo gratuit, accessible en ligne, dans lequel vous incarnez un gouverneur de province. Et donc, vous recevez les plaintes de vos administrés. Et l'objectif est de rendre le bon jugement. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, vous allez devoir déléguer la justice parce que vous n'avez pas le temps ou pas assez d'informations. Parfois, il va falloir vous renseigner, donc demander à vos juristes qui sont là, qui eux aussi connaissent, ou à des militaires qui peuvent avoir des compétences territoriales, en termes d'arpentage, de géomètre. Donc, il y a un petit aperçu de certaines problématiques qui pouvaient se présenter aux habitants de l'époque et de la façon dont elles pouvaient être administrées. Sachant que ça incarne bien la justice romaine, puisque tout est dans les mains du juge. Donc c'est à sa discrétion. Donc s'il juge mal, personne ne l'en empêchera. Et donc s'il juge trop mal, trop souvent, il va risquer un grand mécontentement de sa population et donc potentiellement d'être rappelé à Rome. Et donc ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est que vous entrez en contact avec plein de documents qui datent de l'Empire romain. Oui, c'est basé sur des cas réels, sourcés, sur lesquels tu as travaillé. Et parfois, vous lisez des extraits de loi qui sont écrits tels quels dans le texte, qui ont été traduites, parce que j'imagine que vous n'êtes pas bilingue latin. Mais donc vous avez accès, vraiment, c'est terrible, c'est assez grave. Vous avez accès à des sources réelles de l'Antiquité, ou parfois réinterprétées pour être compréhensibles. Parce que ce n'est pas toujours extrêmement le cas. Et si jamais il y a des professeurs d'histoire géo qui écoutent et qui regardent cette intervention, sachez que le jeu vidéo a été conçu de façon à être utilisable en classe. Alors c'est calqué sur les programmes de seconde et de sixième. Il y a quand même pas mal de textes, donc c'est plus accessible pour des secondes quand même. Mais vous pouvez choisir, en fait, il y a un menu, vous pouvez choisir les affaires de justice que vous voulez traiter, si jamais vous voulez traiter les questions de culte impérial, de religion. Ça peut être aussi
un moyen de faire de l'analyse de documents de façon un peu ludique et d'avoir une porte d'entrée sur ce programme-là dans le secondaire. Et à l'université aussi, ça fonctionne. Je l'ai fait avec mes licences 1 qui étaient ravis et qui ont compris le fonctionnement de la justice, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais j'étais assez fière qu'ils aient compris toutes les différentes procédures applicables et la façon justement d'administrer une province. Donc c'est efficace. Il est accessible pour l'instant sur Itch.io, donc qui est une plateforme accessible gratuitement en ligne, qui héberge d'ailleurs pas mal de jeux indépendants. Oui, c'est une plateforme de jeux indés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour conclure, en partant du principe que les gens qui sont ici n'ont pas du tout regardé l'intégralité de la vidéo, imaginons un public fictif qui n'a pas été profondément investi et qui n'a pas laissé de commentaires dithyrambiques pour dire que cet entretien était merveilleux. Terrible public. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en quelques phrases, pour leur expliquer en quoi il est important et utile d'être capable de reconstruire cette justice romaine? À quoi ça nous sert de savoir comment ça marchait? Alors, outre l'intérêt de connaître l'histoire, que tu évoqueras, j'imagine, dans une autre vidéo, Abonnez-vous, mettez la cloche. ça me paraît assez crucial de comprendre les évolutions juridiques de nos sociétés, parce que déjà, il y a des filiations. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que l'Empire romain incarne, malgré cette construction du droit qui s'étoffe, qui grossit, incarne quand même l'image d'une justice qui se rend un peu au cas par cas. Donc ça a ses défauts, hein, mais aussi qui permet une certaine flexibilité et qui permet aussi de faire face aux évolutions de la société. Pas toujours avec grande réussite, mais je trouve ça intéressant de connaître un autre modèle judiciaire dans la mesure où on est aussi dans une société qui évolue constamment et qui arrive aussi à un point de saturation dans certaines de ses administrations. Et je sais, pour en avoir parlé avec des proches, que savoir que ça a pu être fait autrement dans le passé, qu'on a pu avoir d'autres modes de fonctionnement, ça permet aussi d'envisager de réinventer notre façon de faire. Alors pas en forcément reprenant ce qui a été fait avant, hein. Ce ne serait pas adapté, c'est une autre société avec son fonctionnement très différent, donc ce serait pas du tout pertinent. Mais ça permet aussi de penser à d'autres modes de fonctionnement qui pourraient venir résoudre les problèmes actuels. Donc je trouve que connaître l'histoire globalement, pas seulement le droit, mais aussi le fonctionnement, l'évolution de nos sociétés, c'est une façon de continuer à faire avancer la nôtre et de résoudre les problèmes actuels. Et ben voilà, faites de l'histoire, ça me semble être les bons mots de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet entretien vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, vous pouvez soutenir mon activité, vous avez les liens en description sous la vidéo. Vous avez aussi le lien pour Ex Decreto, donc le petit jeu qui permet de simuler votre magnifique mandat de gouverneur romain dans une province pour juger des affaires judiciaires. Et vous avez également d'autres liens, tout un tas de choses qu'on a pu évoquer dans cette vidéo, en description juste en dessous. Merci à toutes, merci à tous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous salue bien et je vous dis à la prochaine.